Mes chers amis, bonjour et bien arrivés à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet concernant quelque chose qui est peut-être familier à nous, mais qui est peut-être parfois pas vraiment facile à s'en rendre compte. Et pourtant, cette chose est présente dans nos ordinateurs, que ce soit des laptops, que ce soit des ordinateurs de bureau desktop. Mes chers amis, vous avez déjà peut-être entendu parler d'une mémoire dans notre ordinateur qui permet de faire tourner les programmes qui sont en cours d'exécution dans un ordinateur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose appelé la mémoire RAM. Ici, nous sommes devant une mémoire RAM. Peut-être vous ne le saviez pas. Nous sommes ici en face d'une mémoire RAM. Oui, voilà. Tu as déjà peut-être entendu parler de la mémoire RAM à l'école quelque part, mais peut-être tu n'as jamais eu l'occasion de voir, de toucher de ta main. Tu n'as peut-être qu'une idée un peu générale, mais tu ne connais pas ce que cela signifie exactement. Mes chers amis, installez-vous confortablement parce que nous allons décortiquer le rôle d'une mémoire RAM dans un système informatique. Alors, mes chers amis, la mémoire RAM, en anglais, Random Access Memory, qui signifie littéralement en français mémoire à accès aléatoire. Dans nos ordinateurs, lorsque nous démarrons l'ordinateur s'allume et il y a déjà un système d'exploitation qui tourne déjà. Le système d'exploitation, peut-être pour la plupart, c'est Windows, c'est Mac, c'est Linux, ou bien c'est même Android pour nos téléphones mobiles. Sauf que les RAM qui sont dans nos téléphones mobiles ne sont pas aussi grandes comme ça, mais elles sont généralement collées sur la carte mère. Voilà. Donc, la mémoire RAM, telle que vous la voyez, c'est une mémoire qui va permettre que le programme qui sera en cours d'exécution soit alors ici à l'intérieur. La mémoire RAM, dite mémoire à accès aléatoire, signifie quoi concrètement? Pour ceux qui ont déjà entendu parler ou bien ceux qui font un peu d'algorithme, voilà, c'est un peu présent un peu partout dans nos écoles aujourd'hui. Et on entend aussi ça dans beaucoup de choses comme les intelligences artificielles. Alors, la mémoire RAM a quoi comme objectif final? Mes chers amis, lorsque on écrit un programme, ce programme doit fonctionner dans un ordinateur ou bien dans un système informatique. Alors, pour que le programme fonctionne dans un système informatique, il va bien falloir une mémoire RAM dans laquelle ce programme va s'installer. Vous comprenez un peu? Ce programme va s'installer à l'intérieur et tout le programme que le programmeur informaticien a créé dans ce programme va donc s'exécuter dans cette mémoire RAM. Et dans cette mémoire RAM, il y aura les allocations. Si le programme a été fait et déterminé, un certain algorithme ou certaines structures de données, comme par exemple les variables. Vous savez qu'en programmation informatique, on parle des variables. Et une variable est donc comme une case, comme un tiroir. Chez vous, vous avez peut-être un armoire et vous avez des tiroirs qui sont dans cet armoire. Alors, selon que la variable est grande, peut-être c'est une variable de 4 octets, c'est une variable entière, une variable flottante, une variable juste booléenne. Selon donc les différents types de variables, elles auront donc une case mémoire adressable dans laquelle elles seront stockées. Par exemple, on peut déclarer une variable int, une variable float, une variable bool, une variable byte, etc., etc. Alors, chaque fois que le programmeur aura déclaré une variable, cette variable va donc se loger dans quelque part ici dans cette mémoire. Comme vous voyez, cette mémoire-ci, cette mémoire RAM,
Et ces mémoires RAM, pourquoi dit-on que ces mémoires sont à accès aléatoire? Ces mémoires sont dites à accès aléatoire parce que, vous voyez, ici nous avons peut-être 512 mémoires de mégas, peut-être 512 aussi, 512, 512, 512. Vous voyez un peu? Donc, lorsqu'on va allouer, par exemple, une mémoire, peut-être je déclare dans mon programme une variable de type entier et qui est peut-être égale à 4. Alors, vous voyez, si je déclare, quand je déclare cette variable, ça, la déclaration que j'ai faite, c'est une déclaration, disons une déclaration statique. Donc, la variable va se loger quelque part ici dans la mémoire. Puisque rien qu'une seule mémoire comme ça là a beaucoup de mémoire, ce sont comme des rangées d'octets, de 8 octets qui sont rangés de part et d'autre. Et plus on déclare une variable, elle se loge quelque part ici, elle se loge quelque part ici. Je déclare par exemple un tableau de 100 entiers par exemple. Ce tableau va se déclarer, va donc trouver un espace quelque part où il sera logé. Vous voyez un peu. Je déclare peut-être deux variables, peut-être pour calculer une somme. Et je fais la somme. Je déclare peut-être deux variables A et B. Je déclare aussi une variable somme. Et puis, je vais, grâce aux instructions qui vont se faire à travers le processeur, puisque le processeur a pour rôle d'exécuter les instructions. Mais ces instructions sont logées dans la RAM. Bon, maintenant, je vais prendre la valeur A. Je lui affecte peut-être une variable peut-être égale à 5. Je prends une variable B, je lui affecte une variable quelconque, peut-être 8. Ensuite, je fais somme égale à quoi? Égale à variable de A plus variable de B. Donc, je prends A plus B, je loge dans la case, dans la variable somme. Ensuite, je vais dire affichez-moi cela au tableau. Et c'est ce résultat qui est dans la somme. Si ça va donc afficher sur notre écran pour que nous voyons en fait le résultat. Et lorsque on éteint l'ordinateur, toute cette barre de mémoire est donc vidée. Oui, elle est vidée. Donc tout le programme qui est là en cours d'exécution, dès qu'il y a une interruption de lumière ou dès que la mémoire elle-même n'est plus alimentée, automatiquement toutes ces données se perdent. Ce n'est pas une mémoire qui permet de stocker les informations à long terme. C'est une mémoire qui permet de contenir les programmes qui sont en cours d'exécution. Donc, quand nous démarrons notre programme, par exemple, on démarre l'application au Microsoft Word, quand on déclare Microsoft Word, alors l'ensemble des variables que le programmateur informaticien a déclarées dans ce programme vont donc trouver une place dans cette RAM pour se loger. Et c'est aussi la raison pour laquelle plus notre programme est lourd en mémoire, plus nous avons aussi besoin d'avoir une RAM qui est beaucoup. Par exemple, cette RAM est une RAM de 2 Go au tête. Si vous avez un programme qui pèse beaucoup, si vous avez peut-être un programme qui roule avec peut-être 3 Go, comprenez? Si vous avez une mémoire qui pèse 3 Go de RAM, et que vous avez juste une barre de mémoire comme ça de 2 Go de RAM, alors quand vous aurez lancé votre programme, il sera probable que votre programme s'arrête. Pourquoi? Il va s'arrêter pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas la ressource nécessaire pour pouvoir allouer toutes ces différentes variables que l'on a déclarées dans ce programme informatique. Vous comprenez un peu. Cela fera donc que tout ce programme ne parvient pas à s'installer dans la RAM. Donc, plus vous avez des logiciels que vous tournez en même temps sur un ordinateur, vous avez aussi besoin d'avoir des RAM qui sont aussi larges. Parce que si vous lancez une RAM, vous lancez une application qui pèse 500 mégas, vous lancez aussi deux, même trois applications qui pèsent tous 1 giga, ça va donner peut-être 3,500 gigas. Donc 3,5 gigas comme ça là, juste alors que vous avez 2 gigas de RAM, il est probable que vous aurez des lenteurs même dans l'exécution du programme. Non seulement parce que si votre processeur est un seul processeur, il va donc tourner plusieurs instructions en même temps. Donc il y aura une certaine latence dans le résultat.
Même si le logiciel va résoudre le programme en ce qu'on appelle en trading, c'est-à-dire que le logiciel qu'on les conçoit aujourd'hui, ce n'est pas qu'une tâche finie avant qu'une autre tâche finisse. Si on lance plusieurs tâches, vous allez voir qu'il y a une sorte d'exécution un peu simultanée qui fait en sorte qu'on peut traiter un certain nombre de données, attendre un peu quelques secondes, passer à une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme ça là. Mais de façon générale, lorsque vous avez un ensemble de RAM, un ensemble de logiciels qui sont installés et qui sont en cours d'exécution, vous avez également besoin d'avoir des RAM, une capacité de RAM qui est aussi large, donc grande. Voilà. Vous allez aussi constater que souvent, lorsque vous êtes dans un site web, peut-être Google Chrome, Mozilla Firefox ou peu importe, lorsque vous ouvrez plusieurs onglets, vous voyez un peu qu'il y a plus de la charge, parce que lorsque vous ouvrez un onglet, c'est une donnée en plus qui vient s'ouvrir, et tout ça se trouve dans la RAM, ou encore même dans les piles qui sont toujours dans la RAM, et donc ça va un peu déranger. Donc mes chers amis, vous voyez, il y a en programmation ce qu'on appelle aussi les structures de données linéaires, qui ne sont pas forcément contigus comme peut-être les tableaux, parce que les tableaux, les tuples, sont généralement des structures de données qui sont contiguës, c'est-à-dire que la mémoire, la case 1 est liée directement à la case 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourtant, avec des listes chaînées, on arrive à faire des piles, des fils, des arbres binaires de recherche, et tout un tas de choses, des graphes. Tout ça pour permettre à faire des structures de données qui vont permettre de travailler. Bien sûr, la mémoire RAM telle que vous la voyez ne connaît pas ce que vous appelez structure de données, il ne connaît pas ce que vous appelez arbre binaire de recherche, il ne connaît pas ce que vous appelez graphe, il ne connaît pas ce que vous appelez liste chaînée. En fait, toutes ces choses-là, ce sont des implémentations que nous, les êtres humains, avons fait dans l'algorithme afin de pouvoir allouer des espaces dans notre mémoire RAM. Selon un type de résolution de problème, il va bien falloir que nous utilisons une certaine structure de données afin de mieux gérer nos données. Ça peut être peut-être pour un accès rapide, ça peut être pour le fait de vouloir modifier facilement. Si nous devons modifier les choses chaque fois. Voilà. Donc, c'est dans ça, ces différentes structures de données. Donc, quand on déclare une variable, une structure de données, elle est une implémentation qui va donc allouer des mémoires dans notre RAM pour pouvoir donc traiter nos instructions qui seront comme ça dans un logiciel ou dans un programme, oui, dans un logiciel que nous aurons installé. Donc quand nous installons un logiciel dans l'ordinateur, il s'installe dans le disque dur. Mais c'est lorsque nous l'exécutons, c'est lorsque nous lançons l'exécution d'un logiciel, il se met à s'ouvrir. Et lorsqu'il se met à s'ouvrir, il va donc allouer des espaces dans la RAM pour pouvoir gérer ces données. Bon, aujourd'hui, nous avons des systèmes d'exploitation qui fonctionnent avec 64 bits, contrairement à ceux que nous avons un peu par avant, qui étaient à 32 bits. Alors, un système d'exploitation qui fonctionne à 64 bits, imaginez 64 bits, ça fait beaucoup d'allocation de mémoire possible, oui, et qui nous facilite un peu aussi la tâche. Vous voyez un peu. Parce que quand vous avez 64 bits, vous avez en fait deux exposants 64 cases mémoire différentes que vous pouvez avoir accès. Et donc, plus on a, généralement avec les ordinateurs de 32 bits, je crois qu'une RAM de 4 Go est largement suffisante. Alors que si vous avez les mémoires, vous avez un système d'exploitation de 64 bits, alors votre système d'exploitation de 64 bits, puisqu'il peut avoir beaucoup plus de cases de mémoire qu'il peut adresser pour faire fonctionner un logiciel ou plusieurs logiciels en même temps, alors il y a donc une possibilité que plusieurs programmes tournent en même temps si aussi l'on augmente la RAM. Donc, quand vous avez, euh, quand vous avez
un système d'exploitation qui fonctionne à 64 bits, ça veut dire que vous avez une possibilité de case de mémoire de 2 exposants 64. Vous-même, vous allez calculer et pour voir en fait le nombre adressable de mémoire RAM qu'il peut adresser. C'est beaucoup. Et généralement, avec le système 64 bits, je pense que même jusqu'à 16 Go de RAM, ça peut adresser. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout ce que je voulais vous expliquer ici dans cette vidéo. Cette vidéo qui est en fait pour vous parler de la mémoire RAM. La mémoire RAM, je récapitule. La mémoire RAM, c'est une association de mémoire volatile, c'est-à-dire qu'elle perd les données aussitôt qu'elles ne sont plus alimentées. Et elles ont pour particularité d'avoir des espaces mémoire qui seront adressables par un programme. Donc, c'est-à-dire qu'un logiciel, lorsqu'on l'installe, lorsqu'il est en cours d'exécution, il a besoin d'un espace mémoire. Et c'est dans cette barre de RAM qu'il va se loger pour exécuter, afin que le processeur puisse donc faire le traitement. Donc, le programme s'installe dans la RAM, mais c'est le processeur qui exécute ces programmes. Vous comprenez un peu. La RAM est le conteneur d'un logiciel et ce logiciel s'exécute grâce au processeur. Et il traite toutes les différentes données en utilisant les différentes ressources périphériques d'un ordinateur comme la RAM, pardon, comme l'imprimante, comme l'écran, comme le clavier, comme la caméra, comme l'audio, etc., etc. Donc, c'est cette fameuse RAM qui permet l'exécution des programmes. Sans cette RAM, il ne serait pas même facile pour nous de travailler, hein, parce que cette RAM, elle a un accès aléatoire, elle a un accès très très rapide. Voilà. Cette barrette mémoire ici est de 2 Go de RAM, de mémoire en tête. Et elle est pour, ici, c'est une barrette mémoire pour un disque dur, pour un desktop. Donc, on va l'implanter comme ça là. Supposons que ma table ici c'est une carte mère. Il y a les slots où on va implanter cette barrette mémoire à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Bien sûr, pendant qu'on installe, il y a un sens à respecter à l'aide de ces encoches que nous voyons ici. Donc, mes chers amis, je vous dis à très bientôt et bye bye.